Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans le numéro 536 de Ça m'intéresse, celui d'octobre 2025. Bonjour Sam, un numéro très riche en effet. On va parler technologie, santé, nature. Exactement. On va commencer par le gros dossier de couverture. Une question qui nous turlupine tous un peu, la fin de l'argent liquide. Ah oui, vaste sujet. Et après ça, on ira explorer d'autres pépites, les avancées en médecine, des trucs étonnants sur les animaux, les légumes même, et puis les arnaques modernes. Bref, il y a de quoi faire. Un programme chargé. Notre mission, si on l'accepte, dénicher les infos clés, les faits marquants de ce numéro. Alors, on attaque. C'est parti. Bon, cet argent liquide, il disparaît ou pas? Le magazine pose la question directe. Il y a débat, hein. Oui, on voit bien les deux sons de cloche. D'un côté, le politique, genre le ministre de la Justice, qui dit que ça facilite la criminalité. Classique. Et de l'autre, des organismes plus techniques, comme le Comité national des moyens de paiement, qui insistent sur son rôle pour la sécurité économique, la résilience, quoi. Un peu notre roue de secours si tout plante. C'est un peu l'idée. Mais faut voir, son utilisation, elle baisse, c'est factuel. En zone euro, le cash, c'est plus que 10% de toute la monnaie qui existe. 10% seulement, c'est peu. C'est peu en masse monétaire globale, oui, mais pour les paiements en magasin, ça reste important, même si ça diminue. Justement, il y a des chiffres dans l'article. En 2024, dans la zone euro, 57% des paiements en point de vente, c'était en espèces. C'est encore majoritaire, mais ça a baissé. C'était 7 points de plus il y a juste 2 ans. Et en France, la chute est carrément impressionnante. 43% seulement en 2024. On était à quoi 25 points de plus en 2016. Ah oui, la France est l'un des pays où ça baisse le plus vite. Le Covid a joué, c'est sûr, avec le sans-contact qui a explosé. Et les achats en ligne, évidemment. Ça représente un quart des achats chez nous en 2024. Forcément, ça se fait pas en liquide. Loïc. Et du coup, moins de distributeurs de billets aussi. Moins 7% en France entre 2022 et 2023, c'est pas rien. Alors pourquoi cette baisse? Bon, il y a les habitudes qui changent, mais aussi... Il y a surtout plein d'alternatives maintenant. La carte bleue, évidemment, ça date pas d'hier. Oui, Mais maintenant, on paye avec son smartphone, via des applis comme Wero, Lydia, PayPal. Il y a les virements instantanés aussi, super pratique. c'est vrai que c'est facile. Et puis, même si c'est encore un peu marginal pour payer sa baguette, faut mentionner les crypto-monnaies. Ça existe, ça fait partie du paysage. Et la Banque Centrale Européenne, la BCE, elle fait quoi face à ça alors? Eh bien, elle l'anticipe, elle prépare son propre euro numérique, une sorte de version officielle, dématérialisée de l'euro. D'accord. Et ça va jusqu'aux commerçants qui refusent le cash, carrément. Oui, ça arrive. Le magazine cite une enquête. Pour certains, c'est juste que les clients n'en ont plus, 39%. Pour d'autres, c'est la galère de gérer les dépôts, les retraits, 22%. Ou la peur des braquages, j'imagine. Aussi, le sentiment d'insécurité, ça compte pour 21% d'entre eux. Mais alors, on va vraiment vers un monde sans cash? C'est ça la conclusion? Attention, pas si vite, l'article nuance beaucoup. Déjà, la moitié des paiements en magasin en zone euro, ça se fait encore en liquide. C'est pas négligeable. Mhm. Et surtout, les gens y tiennent. 60% des Européens disent que c'est important de pouvoir continuer à payer en espèces. Il y a un attachement fort. Oui, il y a un côté liberté, non? Et puis, c'est concret. On voit ce qu'on dépense. Exactement, ce côté matériel, tangible. Du coup, les prédictions genre le cash c'est fini dans 5 ans, comme celle d'Elon Musk sur les cryptos. Faut se méfier. L'économiste Jésabel Coupé-Soubeyran, citée dans l'article, rappelle qu'il y a souvent des intérêts économiques derrière ces discours. Les acteurs du numérique, de la finance décentralisée, ils ont tout intérêt à ce qu'on passe au tout numérique. C'est clair. Et puis, on n'est pas tous pareils face au cash, selon les pays. Ah non, pas du tout. L'Allemagne, par exemple, c'est encore un bastion. 51% des paiements en espèces en 2023. Même s'ils parlent d'un plafond à 10 000 euros. Quand même. Et ailleurs, L'Italie, l'Autriche, la Slovénie, c'est plus de 60%. Alors qu'en Finlande ou aux Pays-Bas, ils sont très bas, sous les 30%. C'est vraiment culturel aussi. d'accord. Mais si, hypothèse, le liquide disparaissait complètement, quels seraient les vrais risques? L'article en pointe plusieurs. D'abord, la question de la souveraineté monétaire. Si on dépend de plus en plus de monnaies privées, comme les cryptos, qui contrôle vraiment? C'est un enjeu pour les États. Oui, c'est un point essentiel. Et socialement? C'est là que ça coince le plus peut-être. On apprend que 59% des personnes surendettées paient surtout en espèces au quotidien, pour gérer leur budget sûrement. Ah oui, c'est énorme.
Et une étude britannique estimait que 8 millions de personnes là-bas seraient en difficulté sans cash. Ça crée une fracture numérique et sociale. Une exclusion, en fait. Voilà. Sans parler de la confidentialité, chaque paiement numérique laisse une trace. C'est bien pour lutter contre l'économie souterraine, mais pour notre vie privée. C'est moins bien. Disons que c'est un arbitrage. Et puis il y a la question de la sécurité, la fiabilité technique. L'article parle d'une panne de courant géante en Sesca. Oui, en Espagne et au Portugal, en avril 2025. Apparemment, plus rien ne marchait, impossible de payer quoi que ce soit sans cash. Ça montre la vulnérabilité des systèmes tout numériques. Donc, garder du liquide, c'est une assurance, une sécurité collective. C'est l'argument fort des défenseurs du cash. Et d'ailleurs, on voit des signes de résistance, c'est intéressant. Ah bon? Comme quoi? En Suède, qui est souvent cité comme le pays sans cash, eh bien, il y a un mouvement citoyen, Content Upward, la rébellion du cash, qui milite pour le maintenir. Comme quoi, même là-bas? Oui, en Autriche, ils veulent carrément protéger le droit au cash dans la Constitution. Et en France, on voit des mairies rurales qui installent des distributeurs parce qu'elles considèrent que c'est un service public essentiel. Le retour du distributeur de village, hein? Un peu. Et le nombre de distributeurs gérés par des sociétés privées, lui, il a augmenté de 42% entre 2023 et 2024. C'est fou, ça. Donc, en résumé, la fin du cash, c'est pas pour tout de suite. C'est plus compliqué que ça. C'est exactement ça. Une tendance de fond à la baisse, oui, mais avec des résistances fortes et des arguments solides pour le maintenir. C'est un équilibre à trouver. Très clair. Avant de passer à autre chose, une petite anecdote sur la vie d'un billet. Ah oui, c'est sympa ça. Alors, un billet, c'est conçu par la BCE et les banques centrales nationales. Imprimé sur du coton, pas du papier, dans des usines hyper sécurisées. Il y en a 2 en France, à Vic-le-Comte et Chamalières. D'accord. Et ça dure longtemps? Ça dépend de la coupure. Un billet de 5 euros, il circule en moyenne 1 an. Un 50 euros, c'est plutôt 3-4 ans. Après, ils sont vérifiés et ceux qui sont trop abîmés, environ 12% en France, sont retirés. Et on en fait quoi? Ils sont broyés, compactés et maintenant souvent incinérés pour produire de l'énergie. Recyclage énergétique, quoi. La boucle est bouclée. Bon, super intéressant ce dossier sur le cash. Mais il y a plein d'autres choses dans ce numéro. On passe à la santé? Allons-y. Le magazine titre sur la santé de demain. Et il y a effectivement pas mal de nouveautés prometteuses. Notamment un focus sur la santé des femmes. Ah, ça c'est bien. Un domaine souvent un peu oublié, non? Oui, mais ça bouge. On prend enfin conscience des spécificités féminines. Par exemple, pour la ménopause, qui touche des millions de femmes. Qu'est-ce qui est prévu? Le gouvernement a annoncé des mesures, une consultation dédiée remboursée, plus d'informations et surtout, on soutient la recherche. Il y a une grosse étude, Climaterre, lancée par l'hôpital Foch, qui va suivre 100 000 femmes pendant 10 ans pour mieux comprendre. Et côté traitement, du nouveau? Oui, des molécules non hormonales arrivent, comme l'hélisanétan, pour les bouffées de chaleur. C'est une alternative pour celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prendre le traitement hormonal substitutif, le fameux THM, qui reste utile mais controversé. D'accord. Et pour d'autres soucis spécifiquement féminins comme l'endométriose, on en parle de plus en plus. Oui, et là aussi, ça progresse. Il y a l'endotest salivaire. C'est basé sur l'analyse de petites molécules, les micro-ARN, dans la salive. Ça promet un diagnostic beaucoup plus rapide, fiable, à 99%, et ça éviterait parfois des opérations juste pour savoir. Ça, ce serait une vraie avancée. Ça éviterait des années d'errance diagnostique. Exactement. Il est en cours de déploiement dans une centaine de centres en France. Il y a aussi un nouveau traitement, le Raico. Et pour le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, qui cause souvent des problèmes de fertilité, Oui? des chercheurs de Lille ont une piste super encourageante avec un anticorps, le H13. Ça a bien marché chez la souris pour restaurer l'ovulation. C'est encore de la recherche, mais c'est porteur d'espoir. Vraiment. On voit que ça bouge. Et pour le cancer, qui nous touche tous de près ou de loin, quelles sont les grandes tendances? La tendance forte, c'est l'immunothérapie. On ne cible plus seulement l'organe malade, mais la tumeur elle-même, sa signature moléculaire, ses points faibles spécifiques. C'est plus personnalisé, quoi. Voilà. Et on l'utilise de plus en plus tôt, parfois même avant la chirurgie, pour réduire la tumeur, avec différentes armes, des médicaments qui lèvent les blocages du système immunitaire, les anti-checkpoints, des vaccins thérapeutiques sur mesure, ou même des cellules immunitaires du patient qu'on modifie en laboratoire pour les rendre super efficaces. C'est de la haute technologie au service du patient.
Et pour le diagnostic, ça s'affine aussi? Oui, notamment avec la biopsie liquide. Une simple prise de sang peut suffire à détecter des cellules tumorales ou de l'ADN du cancer qui circule. Et ça sert à quoi? Ça permet de suivre l'évolution de la maladie, de voir si un traitement marche ou s'il y a des résistances qui apparaissent, sans avoir à refaire des biopsies classiques qui sont plus lourdes. On peut adapter le traitement beaucoup plus vite. Ça aide aussi au diagnostic initial pour certains cancers, comme celui du poumon. C'est moins invasif et plus réactif. Et l'intelligence artificielle, l'IA, elle intervient là-dedans? Énormément, surtout en imagerie médicale. Elle aide les radiologues à analyser les images plus vite et à repérer des choses parfois difficiles à voir. Par exemple? À Poitiers, ils ont une IA qui permet de faire une IRM du genou en 10 minutes au lieu de 40. Ça réduit le temps d'examen et parfois l'exposition aux rayons X ou aux produits de contraste. C'est pas mal. En cancérologie, elle aide à détecter des petits nodules sur les scanners du poumon. Aux urgences, elle peut repérer des fractures sur les radios. Mais attention, c'est une aide à la décision, hein. C'est toujours le médecin qui a le dernier mot. Bien sûr. Et j'ai lu un truc sur les jumeaux numériques. C'est quoi ça? Ah oui, c'est bluffant. On crée un modèle 3D super détaillé et personnalisé d'un organe du patient, comme son cœur, une sorte de double virtuel. Et on en fait quoi? Les chirurgiens peuvent s'entraîner dessus, planifier l'opération au millimètre près, anticiper les difficultés. Pour les arythmies cardiaques, par exemple, ça permet de guider le geste du chirurgien avec une précision incroyable. C'est développé par Inria et une société qui s'appelle Inart. C'est un peu de la science-fiction qui devient réalité? D'autres avancées rapides à signaler dans ce dossier santé? Oui, plein de choses, hein. Des tests sanguins pour diagnostiquer Alzheimer plus tôt, ou même pour prédire le risque 10 ans à l'avance, c'est en développement à Montpellier. Incroyable! Une nouvelle stratégie contre les bactéries résistantes. Au lieu de les tuer, ce qui les pousse à muter, on essaie de les désarmer, de bloquer leur mécanisme de défense. C'est une piste explorée par l'INRA. Malin! Des ultrasons focalisés pour traiter des dépressions sévères testés au GHU Paris. La greffe fécale, oui, ça existe, pour traiter le syndrome de l'intestin irritable. Le vaccin contre la maladie de Lyme, développé par Pfizer et Valneva, qu'on espère pour 2026. Ah, ça, ce serait une super nouvelle. Et même une thérapie génique, une seule injection pour faire baisser le cholestérol durablement. C'est le laboratoire Verve qui est dessus. Et puis la médecine régénérative. C'est-à-dire? Utiliser les capacités du corps à s'auto-réparer. On injecte le propre plasma enrichi en plaquettes du patient, le PRP, dans un genou pour soulager l'arthrose. On utilise de la graisse pour reconstruire des tissus après un cancer du sein, par exemple, et la bioimpression 3D de peau pour les grands brûlés à partir d'un petit bout de leur propre peau. C'est fascinant, toutes ces avancées. On change complètement de domaine maintenant, hein. Direction la nature et ses surprises. Avec plaisir. Alors, une idée reçue qui tombe, le fameux mâle alpha chez les singes et autres primates. Oui, le chef incontesté. Eh bien, d'après une étude sur plus de 100 espèces, c'est un mythe dans 70% des cas. La structure sociale est souvent bien plus complexe que ça. Intéressant. Fini le cliché du gorille qui tape sur son torse et domine tout le monde. En tout cas, c'est pas si simple. L'article parle aussi des mantes religieuses, pas seulement la verte qu'on connaît. Il y a la mante violon, la mante orchidée, et leur cannibalisme sexuel où la femelle mange le mâle après l'accouplement. Sympa? C'est pas juste de la cruauté gratuite, hein. Ça permet à la femelle d'avoir plein de protéines pour développer ses œufs. C'est pour la survie de l'espèce, en fait. D'accord, vu comme ça. Et pour les chauves-souris? On découvre qu'une espèce au nom un peu flippant, Vampirum spectrum, une grande chauve-souris carnivore, est en fait très sociable et vit en groupes familiaux stables. Comme quoi, faut pas se fier aux apparences. C'est sûr. Et une initiative contre le braconnage des rhinocéros? Oui, le projet Rhizotope. L'idée, c'est d'injecter une petite quantité de matière radioactive inoffensive pour l'animal et pour nous dans la corne. Ça permet de détecter les cornes volées si elles passent dans des scanners aux frontières ou dans les aéroports. Malin? Ingénieux. Parlons plantes maintenant. L'article sur l'histoire de nos légumes est incroyable. Ah oui, ça c'est une de mes parties préférées. On croit connaître nos carottes, nos bananes, nos aubergines, mais leurs ancêtres sauvages n'avaient rien à voir. Racontez-nous. La carotte. L'ancêtre sauvage, c'était une racine fine, souvent pourpre ou blanche, pas du tout orange et dodue comme aujourd'hui. Et on mangeait plutôt ses feuilles au début. Dingue. Et l'aubergine? Petite, ronde, étrigée, jaune ou blanche, pas du tout le gros légume violet qu'on connaît. Et souvent amère. La banane. J'ai lu qu'elle avait des pépins. Énorme. La banane sauvage est pleine de gros pépins noirs. La pulpe est moins sucrée.
Celle qu'on mange est le résultat de croisements et de mutations qui l'ont rendue sans pépins et plus douce. Le concombre. Petit, couvert de piquant des spicules et très amer, immangeable cru. Le maïs, lui, descend de la théosante, une graminée avec quelques tout petits grains durs sur l'épi. Méconnaissable. Et le clou du spectacle, tous les choux. Brocolis, choux-fleurs, choux frisés, choux de Bruxelles, choux raves. Ils viennent tous de la même plante sauvage, la moutarde sauvage, Brassica oleracea. C'est l'homme qui, en sélectionnant différentes parties de la plante, les feuilles, les fleurs, la tige, a créé toute cette diversité. C'est absolument fascinant. Ça change notre regard sur notre assiette. Le magazine Otisa a aussi sa rubrique Questions et réponses, toujours pleine de petites infos. J'ai noté « Pourquoi les éléphants ne sautent pas ?» Tikanotumik. Leurs pattes sont comme des piliers très rigides au niveau des chevilles. Et puis ils sont très lourds. Ils ne sont pas faits pour l'impulsion du saut. Logique. Le mot galaxie, ça vient d'où? Du grec gala, qui veut dire lait. Ça fait référence à la Voie lactée, notre galaxie, que les Grecs anciens voyaient comme une coulée de lait dans le ciel, liée au mythe d'Héra et Héraclès. Joli. Et la langue râpeuse du chat? Elle est couverte de petites pointes en kératine, comme nos ongles. Ça sert de peigne pour le toilettage, pour enlever les poils morts, les parasites, mais ça aide aussi à se rafraîchir. La salive retenue par les papilles s'évapore et refroidit l'aminal. Astucieux. Et les icebergs, c'est de l'eau de mer gelée? Et non, c'est de l'eau douce. Ils se forment sur Terre à partir de l'accumulation et de la compression de la neige sur les glaciers ou les calottes polaires. Quand un bout de glacier arrive à la mer et se casse, ça fait un iceberg. D'accord, j'aurais pas cru. Il y a aussi plein de brèves scientifiques dans l'actualité. Oui, des choses très diverses. La création d'une base de données sur les abeilles sauvages françaises, Bifunk, pour mieux les connaître et les protéger. Important ça. Un projet en Polynésie, Ocean IA, qui utilise l'intelligence artificielle et des hydrophones pour écouter et surveiller les baleines à bosse. La découverte d'une oscillation du soleil un peu comme des vagues à sa surface. Le suivi de la pollution des mégafeux canadiens qui a traversé l'Atlantique jusqu'en Europe. Ça montre que tout est lié. Exactement. On a aussi le test réussi de la future station polaire dérivante Tara, qui va étudier l'Arctique. La redécouverte en Andalousie d'une plante qu'on croyait disparue, surnommée Nomeves, ne me vois-tu pas. L'imagerie 3D hyper précise de l'implantation d'un embryon humain dans l'utérus. La science avance partout, hein. La découverte en Éthiopie de d'endominidés vieux de 3,5 millions d'années, qui prouve que plusieurs espèces humaines, dont celle de Lucie, coexistaient au même endroit. Le record d'altitude pour l'avion solaire Solar Stratos. Le fait que Pompéi a été réhabité pendant 400 ans après l'éruption du Vésuve. Ah bon? Je pensais que c'était fini après l'éruption. Apparemment non, la vie a repris. Plus modestement. On a aussi découvert que les glaciers sur Mars sont composés à plus de 80% de glace d'eau pure, que la Terre a tourné un poil plus vite certains jours récemment, la polémique autour d'Adidas, accusée d'avoir copié une sandale artisanale mexicaine, la découverte d'un nouveau petit satellite autour d'Uranus. Ça n'arrête jamais, hein. Et des brèves santé aussi? Oui. Un collier contre la presbycity autorisé aux États-Unis, une nouvelle pompe cardiaque, CoreWave, inspirée de la nage des poissons, des recherches sur le lithium comme piste contre Alzheimer, un dentifrice à la kératine qui aiderait à réparer les mailles. Bon, on a fait un bon tour d'horizon scientifique. Passons à la société, la culture, le lifestyle. Et là, sujet important. Les arnaques, ça se multiplie, non? Malheureusement, oui. L'article dit plus 8% par an depuis 2016. Et avec l'IA, elles deviennent de plus en plus sophistiquées, plus difficiles à repérer. Quels sont les pièges à éviter? Il y en a plein. Les deepfakes, ces fausses vidéos ou faux enregistrements vocaux ultra réalistes. Imaginez recevoir un appel avec la voix d'un proche vous demandant de l'argent. Terrifiant. Le spoofing téléphonique. L'arnaqueur affiche le numéro de votre banque ou d'une administration sur votre téléphone. Faut jamais donner d'infos sensibles par téléphone si on n'est pas sûr à 100% de l'interlocuteur. D'accord. Méfiance aussi avec les faux réseaux Wi-Fi publics dans les gares ou les cafés, ils peuvent intercepter vos données. Le phishing, les faux emails qui imitent Google, votre banque, les impôts pour récupérer vos mots de passe. Toujours vérifier l'adresse de l'expéditeur. Exactement. Et les nouvelles arnaques liées au péage sans barrière, avec des faux SMS qui vous réclament un paiement. Les faux placements financiers miracles, EHPAD, crypto. Les arnaques vocales type « Allô papa maman, j'ai un problème, envoie-moi de l'argent ». Les messages frauduleux sur WhatsApp.
Les fausses offres d'emploi les chantent. Et le vol de voitures sans effraction, le mouse-jacking? Oui, c'est ça. Les voleurs piratent le signal de la clé électronique pour ouvrir et démarrer la voiture sans laisser de traces. Et attention aussi aux fausses factures envoyées aux entreprises avec un RIB modifié pour détourner les paiements. C'est un vrai fléau. Comment on peut se protéger? Il y a des signes qui doivent alerter? L'article en donne 5 clés. 1. Le sentiment d'urgence. Agissez vite. Dernière chance. 2. Un interlocuteur inconnu ou qui sort de nulle part. 3. Toute demande de code secret, bancaire, mot de passe. 4. Des promesses de gains trop belles pour être vraies. 5. Pour les deepfakes, regardez les détails. Une image un peu floue, une synchronisation labiale bizarre, une voix un peu métallique ou des temps de réponse longs. La règle d'or, c'est quoi alors? Au moindre doute, on ne clique sur rien, on ne donne aucune information, on raccroche et on vérifie par un autre canal, en appelant sa banque via le numéro officiel par exemple, la prudence avant tout. Message bien noté. On passe à quelque chose de plus réjouissant, le sport. L'escalade en salle et le padel ont la cote. Ah oui, ça explose. L'escalade indoor, notamment depuis les JO, ça attire beaucoup de monde, c'est convivial, ludique, et de plus en plus de femmes s'y mettent, 53% des nouveaux inscrits. Et le padel, on en entend parler partout? C'est un vrai phénomène social. Ça se joue à 4 sur un terrain plus petit qu'au tennis, avec des murs. C'est jugé plus facile techniquement au début, très fun, très social. Ça ringardise presque le tennis, même si c'est pas donné et que ça pose parfois des problèmes de bruit pour les voisins. Il y a d'autres tendances sportives émergentes? L'article mentionne le High Rocks, un mélange de course et d'atelier de force, l'Ultimate Frisbee, très athlétique, et le Pickleball, un mix de tennis, badminton et ping-pong. D'accord. Le magazine nous fait visiter aussi des lieux un peu secrets ou insolites. Les réserves du musée de l'homme. Oui, un aperçu fascinant. C'est une vraie caverne d'Ali Baba sous le Trocadéro. 700 000 objets préhistoriques, des crânes, des momies péruviennes, des statuettes voodoo d'Haïti, des objets inuits en ivoire, les tupilaks, des poids à peser l'or Akan de Côte d'Ivoire et même des figurines traditionnelles en fromage d'Ukraine. Et, plus surprenant, un moulage du crâne de Liliane Thuram fait pour une expo. Incroyable collection. Et les aéroports insolites? Ah, ça fait voyager. Il y a l'aéroport de Barra en Écosse où la piste est la plage, utilisable seulement à marée basse. Pas banal. À Denver, le toit du terminal ressemble à des tentes indiennes. À Tokyo Haneda, ils ont reconstitué une rue commerçante de l'époque Edo. À Gisborne, en Nouvelle-Zélande, une voie ferrée traverse la piste. À Dammam, en Arabie Saoudite, l'aéroport King Fahd a une mosquée géante. Et Singapour? Changi, avec sa forêt tropicale intérieure et sa cascade, c'est spectaculaire. À Madère, Funchal, la piste est construite sur des centaines de pilotis au-dessus de la mer. Et à Gibraltar, une rue très passante traverse la piste d'atterrissage, fermée par des barrières quand un avion arrive. Faut être synchro. Et il y a un record de bagages. Oui. À l'aéroport de Kansai, au Japon, construit sur une île artificielle. 0 bagage perdu en 30 ans d'existence. Chapeau. Impressionnant. Parlons musique. L'article aborde la question des emprunts, des inspirations, voire des plagiats. Un sujet vieux comme la musique. L'article rappelle que même les plus grands compositeurs classiques, comme Beethoven, se sont inspirés de leurs prédécesseurs. Mozart, en l'occurrence. C'est normal de s'influencer. Mais parfois, ça va plus loin. Oui, l'article cite plein d'exemples célèbres. Frank Sinatra, dont une chanson ressemblait beaucoup à une mélodie malgache de Barry Jonah. Led Zeppelin, attaqué pour Stairway to Heaven, ressemblance avec un titre de Spirit. George Harrison, condamné pour My Sweet Lord, trop proche de He's So Fine des Chiffons. Et en France? Les Inconnus et leur parodie Auteuil-Neuilly-Passy, qui reprenait la musique de Soul Power 74 de Maceo Parker. Elvis Presley, dont le fameux Love Me Tender est basé sur une vieille chanson de la guerre de sécession, Aura Lee. John Cage et sa pièce Silencieuse 4033, dont l'idée a été revendiquée par d'autres avant lui. Et les musiques de films? John Williams pour Star Wars, c'est connu. C'est beaucoup inspiré de compositeurs comme Korngold ou Holst, Les Planètes. Gainsbourg était un maître pour piocher dans le classique. Chopin, Dvorak, la liste est longue. La frontière entre hommage, inspiration et copie est parfois floue et souvent débattue devant les tribunaux. Un sujet complexe. On passe à la gastronomie avec les pâtes. Qu'est-ce qu'on apprend de neuf sur ce plat universel?
Déjà, leur origine. On dit souvent que Marco Polo les a ramenés de Chine, mais en fait, on trouve des traces de pâtes bien avant, en Mésopotamie. Les Chinois avaient leurs nouilles, mais les pâtes de blé dur seraient plutôt du bassin méditerranéen. D'accord. Il y en a combien de sortes? Une variété incroyable. L'article parle d'environ 600 formes répertoriées. On est loin des coquillettes et des spaghettis seulement. Qui en mange le plus? Sans surprise, l'Italie est 25 kilos par an et par personne. La France est loin derrière, mais on a nos spécialités régionales, les spatzels en Alsace, les crozets en Savoie. Et il y a des pâtes sucrées? Oui, des raviolis sucrés en Pologne, pierogi, ou le fameux spaghetti ice en Allemagne, une glace vanille passée aux fraises purées pour ressembler à des spaghettis, avec coulis de fraises et copeaux de chocolat blanc. Original. Et les gnocchis? Ils seraient nés en Italie lors d'une pénurie de blé, on les faisait alors avec de la pomme de terre. Gragnano, près de Naples, est considéré comme la capitale mondiale de la pâte sèche de qualité. Pourquoi la cuisson al dente est-elle recommandée? Parce que l'amidon est moins dégradé, il se digère plus lentement, c'est meilleur pour la glycémie. On parle d'amidon résistant. Les pâtes de légumineuses, lentilles, pois chiches, sont aussi une bonne alternative, plus riches en protéines et en fibres. Une religion des pâtes. Oui, c'est une parodie, le pastafarisme, créé aux États-Unis pour critiquer l'enseignement du créationnisme. Leur dieu est un monstre en spaghetti volant. C'est de l'humour, bien sûr. Et pour finir, des pâtes ont même voyagé dans l'espace avec les astronautes. Par contre, méfiance avec les nouilles instantanées, souvent bourrées de sel. Noté. On termine avec deux curiosités. Des pierres qui vivent et les bobos des princesses Disney. Particularité. Elles semblent grandir très très lentement, quelques centimètres par millénaire, quand il pleut, par un processus chimique, et elles semblent aussi se reproduire, car des petites boules peuvent s'en détacher. C'est un phénomène géologique étonnant qu'on trouve ailleurs dans le monde aussi. Fascinant. Et les princesses Disney? Elles vont bien? Disons qu'une étude très sérieuse publiée dans le British Medical Journal s'est amusée à analyser leurs risques de santé si elles vivaient dans notre monde. Le résultat est drôle. Cendrillon risquerait l'asthme à force de respirer la poussière. Blanche-Neige, isolée avec ses nains, pourrait avoir des problèmes cardiaques. Belle, vivant avec une bête, risquerait des infections. Pocahontas, des fractures après son grand plongeon. La Belle au bois dormant, après son long sommeil, risquerait AVC et diabète. Et Jasmine, avec son tigre raja, pourrait attraper des zoonoses. Pauvre princesse, c'est une façon décalée de parler de prévention. Et pour conclure ce tour d'horizon, une œuvre d'art. Oui, un chef-d'œuvre. Le nouveau-né de Georges de la Tour, un peintre français du XVIIe siècle, maître du clair-obscur. La scène est éclairée à la bougie, c'est très réaliste, très émouvant. Mais il y a une ambiguïté. Est-ce la naissance de Jésus, une nativité, ou juste une scène de naissance intime et profane? L'artiste joue là-dessus. C'est un peintre majeur qui a été un peu oublié puis redécouvert tardivement. Magnifique tableau. Eh bien, quel voyage à travers ce numéro. De l'avenir de notre portefeuille au mystère du corps humain en passant par l'origine de nos légumes et les pièges du numérique. C'est ça, la richesse de ça m'intéresse. Nous montrer le monde sous toutes ses facettes, avec ses questions, ses découvertes, ses complexités. On a vraiment brassé large. Absolument. Et en faisant ce tour d'horizon, une réflexion me vient, peut-être pour conclure. On voit partout l'impact de l'IA, du numérique, de la robotique, que ce soit en médecine, dans nos paiements, même dans la façon dont on cultive nos légumes demain. La vraie question, c'est comment on s'assure que toutes ces avancées, qui vont très vite, bénéficient vraiment à tout le monde. Comment on évite qu'elles creusent encore plus les inégalités au lieu de les réduire. C'est une excellente question, fondamentale même. De quoi nourrir nos réflexions bien après avoir refermé le magazine. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Surtout, restez curieux.